Bonjour à tous, téléspectateurs, téléspectatrices de ce nouveau format sport. On parle football dans cette émission qui sera nommée donc BLM Football Show. On va parler bien sûr de l'actualité chaude et je suis avec mes deux compères. Donc, bien sûr pour BLM, je vais les présenter successivement. À ma gauche, on a Loïc qui a l'air un peu dépité, mais je pense qu'il va passer une bonne émission quand même. Ça va Loïc ? Non, toujours content d'être là. Bonjour Baptiste, bonjour Malo. C'est la première. Ouais, je rappelle que c'est la première. Toujours content. Donc on est très heureux et à la fois très excité et très stressé. Enfin pas très stressé, je pense pas. Il n'y a que toi qui es stressé, Baptiste. Non, je suis pas très stressé, mais par contre Tu passes le bac. Non, mais c'est pas que je suis stressé, mais tu vois, c'est quand même un truc de se dire ouais, c'est la première. Allez, introduis-moi là. Ouais, allez, j'ai introduit le deuxième. Il veut prendre les caméras. Ouais. C'est Malo. Comment Maurice, tu vas je suis enchanté, très Malo content London, d'être parmi vous. dire. Ouais, Malo London, Cortez. Très content d'être parmi vous et franchement, ouais, première émission et puis on va parler de foot. Ouais. Hebdomadairement parlant et puis voilà, c'est ça. Je précise quand même que hebdomadairement parlant. Oh, voilà, comme l'a précisé Malo. Ça, c'est un mec qui n'a pas validé son premier semestre. Vous pourrez nous retrouver toutes les semaines sur TikTok, Instagram, en court format Spotify. Et sur YouTube en YouTube et Spotify en plus long format pour le complet si vous voulez la complète. Donc on va commencer maintenant avec le premier sujet et je pense que c'est le plus important, surtout avec à ma droite un Parisien. C'est le match entre le PSG et Liverpool qui a eu lieu avant-hier. Si je dis pas de bêtises, je dis pas de bêtises, je le redis quand même. Tu dis pas de bêtises. Qui a été perdu par les Parisiens, malheureusement Malo sur le score de 1-0, alors que les Parisiens avaient franchement toutes les cartes en main pour réussir. Ils ont écrasé Liverpool, mais malheureusement à la 87e minute, on a eu le remplaçant, même pas Mohamed Salah, mais le remplaçant de Mohamed Salah qui a marqué Harvey Elliott. Alors je voulais vous demander comment vous avez vécu le match. D'abord, on va commencer tranquillement. Comment vous avez pensé qu'est-ce que vous avez pensé du match ? Je commence ou Vas-y Malo, je te laisse la main pour une fois. Moi c'est simple, vu que Baptiste l'a rappelé, je suis un peu supporter du Paris Saint-Germain et puis forcément c'était l'ascenseur émotionnel. Au début tu as Kvaratskhelia qui marque son but, mais c'est surtout en fait la large domination qu'on a eue. Tout le match du début à la fin, que le Paris Saint-Germain a eu, du début à la fin du match. Il y a on le voyait en première mi-temps, Liverpool ils avaient vraiment du mal à dépasser la ligne médiane, même ils s'étaient retranchés dans leur surface, ils avaient du mal à ressortir les ballons. Le milieu de terrain, João Neves, Fabien Ruiz qui faisait beaucoup d'efforts, et Vitinha ils ont éteint Gravenberch, McAllister et Szoboszlai, tu vois. Donc non, franchement impressionné. Je m'attendais pas à cette configuration de match là. Je pense que personne ici s'attendait à cette configuration de match là. On en avait parlé quand même du milieu et là je trouve que ça n'a même pas été un combat au milieu. Ça a surtout été une défaite à plat de couture du milieu de Liverpool. Moi Gravenberch, je l'ai pas vu du match et les seules fois que j'ai vu du match c'est pour rater des ballons, rater des passes. Franchement moi j'aime bien, j'adore ce joueur, mais Vitinha sacrée performance au corps, on le voit partout, il se bat comme un chien. Donc franchement Paris a montré qu'ils étaient là pour après c'est surtout avec le ballon pour ne pas rien faire en Ligue des Champions. Malheureusement ça s'est pas reflété sur le score et on peut trouver ça dommage. Voilà, mais on doit trouver ça dommage. Oui, c'est dommage. Voilà, mais ouais, c'est ce que je veux dire quand tu m'interrogeais Baptiste, c'est que très vite on a vu que Liverpool allait défendre, mais à ce point-là je pense que personne s'y attendait. Après à Anfield ça a été un match complètement différent, notamment au milieu. Je pense qu'ils vont essayer d'avoir un peu plus le ballon Liverpool, mais à Paris je pense que personne les voyait autant défendre. J'ai cru voir l'Atlético qui est quasiment limite et ça c'est dû pour moi à une mauvaise prestation de Liverpool peut-être, mais surtout à une très très grosse prestation du PSG et franchement impressionné même défensivement. Marquinhos à part sur le but où il se fait complètement manger par Darwin. Son match il était taille patron. Ouais, moi je pense que c'était prévu tactiquement de défendre comme ça. Mais on s'y attendait pas autant. Tu vois. Non, on s'y attendait autant. Non, on s'y attendait pas, mais moi je pense que c'était une tactique qui était prévue parce que en fait quand tu vois dès le début que Liverpool ne presse pas, et même ils sont très bas, ils ne pressent pas. Ils avaient aucune volonté de ressortir les ballons et pas de contre-pressing, alors que ceux qui regardent la PL ils savent que on ne presse pas à chaque fois. C'est l'un des milieux de terrain, souvent c'est Szoboszlai qui démarre le pressing sur les défenseurs adverses. Et là, rien. Non plus, là, rien. Là, ils faisaient pas d'effort pour ressortir la balle. Je me souviens de même 3 situations. Robertson, il récupère un ballon, il t'envoie des chalumeaux devant. De toute façon, il n'y a pas eu de tir. Enfin, je crois qu'il y a eu 2 tirs. Derrière le PSG, c'est 27 tirs. Du coup, d'où débouche ma question maintenant.
Est-ce que c'est un braquage de Liverpool ? Je vais reprendre d'ailleurs ce qu'avait dit Jamie Carragher sur l'émission CBS Sport Golazzo, pardon. Il dit: je n'en crois pas mes yeux, le PSG était époustouflant, pardon. Époustouflant, c'est pas le bon mot. Ils ont marché sur Liverpool. La dernière fois que Liverpool a remporté la Ligue des Champions, Alisson a effectué un arrêt contre Naples en phase de groupe. Liverpool aurait été éliminé sans ça, pardon. Ce soir, ce n'était pas qu'un arrêt, c'était probablement la plus grande performance de sa carrière. C'était l'un des plus grands braquages de l'histoire du foot. Voilà, c'est ce que Jamie Carragher. Là, il a dit l'un des plus grands braquages. L'un des plus grands braquages, pardon, de l'histoire du foot. Bon, franchement, c'est compliqué, mais. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un braquage ? Parce que moi, j'ai mon avis là-dessus. Non, moi, j'ai mon avis là-dessus. C'est complètement un braquage. Déjà, 27 tirs à 2, c'est énorme. Les expected goals, je crois, c'est quasiment 3 pour Paris, 2,89. Il y en a 0,25 pour Liverpool. Ouais. Après, voilà, il y a les stats, mais vraiment dans le contenu, ils n'ont pas existé. Le meilleur joueur du monde actuellement, personnellement, je ne l'ai pas vu. Rapproche-toi ton micro. Très, très fort. Comment ? Rapproche-toi ton micro. Je me rapproche de mon micro. Ouais, voilà. Et non, c'est complètement le terme braquage. Et on peut même rajouter un petit peu la notion de vol. Si on parle de l'erreur d'arbitrage. Oui, l'erreur d'arbitrage, voilà, c'est ça. C'est pas l'erreur, c'est les erreurs d'arbitrage. Non, mais la plus manifeste, c'est celle-là. Non, il y a pas. Laquelle ? De la poussette de Konaté. Oui, voilà. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu. À part là, ça, c'est un scandale. Le reste, pour moi, c'est pas non plus des scandales. Non, mais il y a des comme une petite main. T'as quand même une petite main oubliée. Il y a quand même une petite main oubliée. Sur le but de Darwin Nunez, contre le ballon de la main. Ouais, après, par contre, moi, c'est scandaleux. Je vais pas défendre Paris sur le coup. Je trouve que braquage, c'est un trop gros mot. Voilà. Je suis désolé. Enfin, je vais répéter la même chose, mais pour moi, tous les ans, ça se répète. Tous les ans, j'ai l'impression que ça se répète. 27 tirs, les gars. Au bout d'un moment, il faut se poser la question aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'efficacité du côté du PSG? Ça n'empêche rien. Pour moi, il y a zéro braquage. Ils avaient tous les clés en main pour gagner ce match et malheureusement, ils n'ont pas. Tous les clés en main aussi. Ça se dit aussi. Cartes en main, toutes les clés, je te jure que si. Ils avaient tout pour gagner et malheureusement, je trouve que. Ils n'ont pas réussi à concrétiser les dernières actions. Je pense par exemple à Barcola. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, les gars. Mais Barcola, il est en train de nous dire que c'est un braquage. Non, c'est pas. Non. Complètement en train de dire que c'est un braquage. C'est pas un braquage parce que tous les ans c'est pareil. Non, mais ils ont surdominé. Ils ont mis 27 tirs. Et si Barcola avait mis sa frappe, ils auraient gagné. Non, c'est pas que Barcola. Il y a eu 3 ou 4 scénarios d'un braquage. Mais c'est pas un braquage. C'est pas un braquage. Dans ce cas. Moi, j'appelle pas ça un braquage. S'ils avaient marqué leurs occasions, on n'en serait pas là à dire. Mais c'est pas un braquage. C'est pas dans la finalité. Si le PSG avec une créativité. C'est quoi un braquage ? Pour moi, le braquage, c'est voilà. Un match que tu mérites absolument pas de gagner et que tu gagnes. Ouais, mais enfin. C'est complètement le cas. Et Liverpool, il méritait de gagner du coup. Il méritait le nul. Non, il méritait pas de gagner. Après, ils ont fait un bon match défensif. C'est fort. Un bon match défensif. Mais tu l'as l'image de Van Dijk sur l'occasion d'Embélé. Ah oui. Mais bon, des errements qu'ils ne font jamais. Ça c'est une erreur sur 90. Moi, je te parle dans la généralité. On est en 8ème de Champions League. Une erreur, normalement, c'est. Mais voilà, moi, je te parle. C'est pas un braquage. On est dans un 8ème de Champions League. Après, en plus, c'était en première mi-temps. Mais moi, c'est surtout. En fait, ils ont accepté de souffrir. Le bon match défensif, c'est surtout en seconde mi-temps. Je pense que. Et Alisson. Je pense que, en vrai, je vais nuancer. Je suis pas sûr qu'ils sont venus au parc pour défendre autant. Non, mais ils se sont rendu compte qu'ils allaient devoir défendre autant. Déjà, c'est ça. Déjà, dans un premier temps, je pense que. Ils savaient qu'ils allaient quand même devoir défendre, mais surtout en deuxième mi-temps, je pense que là, le bloc et le bus, il s'est vraiment instauré. Quand tu vois parfois que le Paris Saint-Germain, ils avaient le ballon en phase au niveau, ils avaient une possession en fait au niveau de la ligne médiane. Tu voyais que Luis Diaz, il se mettait en 5e défenseur gauche. Du coup, Robertson était 3e défenseur central avec Konaté et Van Dijk. Forcément, ça dédouble sur les côtés. Et puis quand tu as un mec qui défend mal comme Arnold, quand tu as un Konaté juste derrière toi pour t'épauler, face à Barcola, non, justement, il a mélangé justement les attaquants du PSG. Défensivement, si, c'était un rock. C'est quand même beaucoup passé. C'était un rock. Non, pas de son côté. Pas de son côté, pas en un contre dans ma tête. C'est plus passé du côté. J'avoue que c'est plus passé du côté de Robertson. Il revient et il remet en corner. C'était du Robertson qu'on voit rarement en première ligue, notamment parce qu'il était vachement plus épaulé, quoi. Alors j'avais une deuxième question du coup qui découlait du match aussi. Est-ce que c'est pas aussi Donnarumma
Le gros problème. Après, le gros problème du PSG. Je suis désolé, je vais pas répondre à ta question. Mais vas-y, réponds-moi pas à ma question. c'est sympa, pas gardien, mais si on parle de gardien, pour moi, pour expliquer le match, c'est 95% d'Alisson. Parce que si t'as pas Alisson à ce niveau-là, c'est 100%. Non, pas 100% parce qu'il faut marquer le but aussi, il faut laisser 5% pour marquer le but, bien défendre. Mais t'as Barcola, 95% de la victoire de Liverpool, c'est Alisson. T'as Neves aussi qui rate sa frappe. Enfin, il y a des choses qu'il faut pas rater sur un huitième de finale de Ligue des Champions. Je suis désolé. Voilà, faut arrêter de défendre. Il y a aucune défense à donner. Peut-être que dans le jeu c'était exceptionnel et qu'on avait. Voilà, on glorifie Alisson. Oui, mais glorifier Alisson. Je veux bien qu'on glorifie Alisson, mais il faut aussi dire que le PSG, a fait un match n'a pas des performances comme Thibaut Courtois en quart de finale contre le Brésil ou des matchs comme ça qui te font gagner une équipe. Ou en finale de Ligue des Champions aussi face à Liverpool il y a 2 ans. C'est ça, qui te font complètement gagner une équipe, c'est tout. Ouais, mais sinon, pour revenir à Donnarumma, on va revenir à gardien. Certes, je vais entendre que c'est compliqué, il a 2 tirs, garder sa concentration pendant 90 minutes, etc. Mais c'est censé être un grand gardien professionnel. Et à côté de ça, moi, je ne l'ai pas trouvé rassurant, en fait. Sur les sorties aériennes, le peu de choses qu'il a eu à faire, je ne l'ai pas du tout trouvé rassurant. Je suis pas d'accord, parce que justement... il sort en sortie aérienne, et à chaque fois, le ballon, il rebondit. Non, mais la première. Non, justement, c'est que justement, en première mi-temps, il y a un moment où il y a une situation où il est un peu loin de son but, toujours dans la surface, et il la récupère comme ça. Je me suis dit, mais c'est pas Donnarumma ça. Mais justement, dans le match, même s'il a eu zéro à faire, le seul truc qu'il a eu à faire, il a la main. Laisse tomber. Même s'il a eu 0 à faire, en soi, dans le match, il était pas. Après, oui, il a pas eu grand chose à faire, mais le peu de choses qu'il a eu à faire, il l'a mal fait. Non, mais vraiment, quand je te parle pas forcément d'arrêt, mais le peu de choses qu'il a eu à faire, franchement, c'était pas catastrophique. Mais oui, heureusement, l'arrêt. C'est de base, on parle d'un gardien du PSG. Justement, j'allais en venir. À partir du moment où il a un arrêt à faire et qu'il n'arrive pas à le faire, je suis désolé, mais c'est pas la première fois en plus. C'est pas la première fois. Il va nous ressortir la liste. Attention. Non, mais moi je trouve. Non, mais les gars, je vous le dis, je trouve que. Est-ce que c'est pas aussi. Enfin, moi je me pose la question, c'est pas aussi une pression constante aussi. Je suis désolé, Malo, mais. J'ai l'impression des fois aussi c'est une pression constante des supporters parisiens depuis qu'il a fait sa première boulette. Mais en fait, si tu veux jouer dans un grand club, t'as forcément une pression de tes supporters. Faut arrêter aussi. Il a plus 22 ans. Après, c'est vrai qu'au PSG. Non, mais certains gardiens. Pour moi, il y a certains gardiens qui ont moins de pression que lui. Ah oui, parce qu'il joue pas au PSG. Il joue pas au PSG, il joue pas dans un grand club, il joue pas un huitième de finale. Au PSG. Yann Oblak pour moi. Mais Yann Oblak, parce qu'il a tout prouvé. Au PSG. Mais est-ce qu'il a une certaine pression? Les gars, au PSG, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une pression différente, c'est qu'il y a l'obsession de la Ligue des Champions. Il n'y a pas dans les autres clubs. Parce que le PSG, il domine tout nationalement depuis 15 ans. Vous savez, maintenant, les supporters du Paris Saint-Germain, ils s'en fichent. Ce qui compte, c'est uniquement la Ligue des Champions. C'est que sur ça que tu es jugé. Et Donnarumma en Champions League, c'est Real Madrid en 2022, Juventus en 2022, Bayern Munich en 2023, Newcastle en 2023, le Barça en 2024, Dortmund en 2024, Arsenal en 2024, l'Atlético en 2024 et Liverpool là en 2025. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En 3-4 ans, il a. En 2 ans et demi. Non, c'est parce que Real Madrid, c'était il y a 3 ans. Ouais, 3 ans. Je vais citer. C'est pas normal. Je vais citer ton chroniqueur préféré, Loïc, qui vous rejoint sur ce point. Il a dit celui qui n'est pas fiable, c'est Donnarumma. Il y a une frappe et sa main, c'est une mode de beurre. Alors qu'Alisson a une main de maçon. Mais il a une main toute molle. Tu as tellement raison. Parce qu'en plus, regarde. Parce qu'en plus, ce qui est vraiment. Enfin, la boulette de Donnarumma ressort d'autant plus que 10 minutes avant, t'as Alisson qui reçoit un centre de Dembélé un peu incurvé. Bon, c'était pas une frappe cette fois-ci, mais c'était un centre un peu incurvé qui aurait pu donner un but. Et il te sort une manchette comme ça. Bien autoritaire, tu vois. Et t'as Donnarumma, le ballon est sur lui, il a juste à s'abaisser. L'arrêt, il est vraiment pas dur. Il la touche, je crois qu'il la touche. S'il la sort, c'est un bel arrêt. Mais Alisson en a fait 6 dans ce match-là. Est-ce qu'il la touche? Je crois qu'il la touche. Il a touché, c'est juste que sa main est trop faible. Il a pas la main ferme. Comme on peut dire, il a pas. Non mais arrête de me regarder comme ça, mais c'est vrai. Non mais je sais. Mais et du coup, est-ce que je vais vous poser une question avec ça? Est-ce que Donnarumma, on est sur la fin d'un cycle et il faut partir? Il a même pas commencé. Non, je sais pas. Est-ce qu'il faut repartir sur du nouveau, sur du plus fiable, plus fiable, pardon. Je pense à Lucas Chevalier. Il a pas Après, Lucas Chevalier, c'est pas plus fiable. Lucas Chevalier, depuis quelques semaines, c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est pas plus fiable parce qu'on sait pas ce qu'il donne à ce niveau-là et dans un club
comme ça. Non, parce que Lille, c'est pas le Paris Saint-Germain. Avec tout le respect que j'ai pour Lille. Ouais, mais Lille, non mais la Ligue des Champions, il a fait plus. Oui, mais avec la pression, parce que Donnarumma, si on parle que de niveau, Donnarumma, il a gagné l'Euro, il a été meilleur joueur de l'Euro. En termes de niveau, Donnarumma, c'est pas ça qui pêche. C'est mentalement, les gars. Ouais, mais d'accord. C'est mentalement. Donc ça rejoint. Est-ce que Chevalier a les capacités mentales pour s'imposer dans un club comme ça? Ça, on le sait pas. C'est ça que je suis en train de dire. Je me demande si t'as besoin d'expliciter les questions. Non, mais c'est ça. C'est ça que je suis en train de dire. Ça, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas testé. On sait pas si mentalement il sera fiable ou pas. Lucas Chevalier. C'est ça le truc. Moi, je suis d'accord, mais donc voilà, on en revient au même problème. Je suis désolé, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de trop pression? Je suis désolé, mais je vais le rajouter. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de trop pression des joueurs, des fans du PSG, des fans du PSG? Parce que regardez, si Chevalier fait les mêmes choses que Donnarumma, on sera critique les supporters parisiens seront critiques de la même manière et diront sur une boulette. Non, dans le même match. Après, oui, bien sûr, avec Dessy, on refait pas le monde, bien sûr. Mais est-ce que. Justement, on le refait le monde avec Dessy. Ouais, on refait le monde, pardon. On refait le monde, je me suis mal exprimé. Mais est-ce que. Je sais pas, est-ce que. En fait, c'est vraiment une solution de recruter un nouveau gardien en se disant, bah ouais, il sera bien sûr plus fiable que Donnarumma, vu ce qu'il nous fait en Ligue des Champions sur une action. Tu l'as fait jouer face au Bayern, t'en as un deuxième, tu l'as fait jouer face au Bayern là-bas. Safonov, parce que Safonov, Safonov, il est juste nul. Genre, il peut pas être premier. Il peut pas être premier gardien. Safonov, il est juste nul. Non, complètement. Il peut pas être premier gardien. Oui, il peut pas être premier gardien. Il a pas le niveau pour être gardien du Paris Saint-Germain. Donnarumma, il a le niveau. Mais mentalement, ça pêche. Ce mec-là, il transpire. Le mental fait partie du niveau, donc il n'a pas le niveau pour moi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, je parlais juste des qualités intrinsèques, mais mentalement, en fait, ça suffit pas. Mais ouais, pour en revenir du coup à ce que tu disais, oui, c'est sûr qu'il aura la même pression. Après, c'est l'histoire du football, les gars. Il y a toujours eu de la pression dans le football. Je sais pas, je trouve que les joueurs qui réussissent, c'est des joueurs qui savent encaisser la pression. On en vient à deux clubs. Mais non, Paris et Marseille. partout. Le Real Madrid, t'as une pression. Le Barça, t'as une pression. Tous les grands clubs, t'as une pression. Manchester City, tu crois que t'as pas de pression? Je crois que c'est je crois que c'est Anelka quand il était à Madrid dans les années 2000 qui racontait quand il venait d'arriver à Madrid, il change, il passe de Paris à Madrid, il y a des journalistes qui sont devant chez lui tous les jours, tout le temps, il y a une pression constante en fait. Et là maintenant c'est accentué par les réseaux sociaux. Donc forcément c'est plus compliqué aujourd'hui qu'avant. Surtout en 8e de finale de Ligue des Champions, c'est normal. Mais oui, maintenant c'est comme ça. Pour un club comme Paris qui essaye de la gagner depuis pléthore. Merci messieurs déjà pour votre avis, très bel avis sur ça. Je vais finir par un dernier, une dernière section de Sanoffri. Les gars, laissez-moi finir quand même. Je vais finir par une dernière section du match PSG Liverpool. Vos top et flop du match. Vos petits top et flop du match. C'est quoi, on fait un top 3? Top 3 moi j'avais prévu top 3. Top 3 top et top 3 flop. Chacun met un top 3 top et 3 flops. On s'accorde ou on se dispute dessus. Mais voilà. Du coup, top 3, c'est les deux équipes confondues ou uniquement moi j'aurais mis les deux équipes confondues. Du match. Voilà, Ah, donc forcément. Commence par les flops, ça sera plus intéressant. Ouais. Bah, Mohamed Salah, le 1. Ah non, top 3, on commence par le top 3. Non, je commence par le top 1. Je fais ma dictature, je commence par le top 1. Mohamed Salah. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, par exemple, Loïc. Moi je trouve que Gravenberch c'est plus top 1 flop que Salah. Wow, mais toi, mais mais toi c'est quoi ton souci avec Gravenberch? Pourquoi? Il a pas aligné. Vas-y, explique-nous. Parce qu'il faut le dire. Il a pas aligné une passe bonne. Il a pas aligné une passe bonne. Comme Szoboszlai ou McAllister. Non. Vas-y, continue, laissez en débat après. Ok, du coup moi je mettrais Salah en 1. Allez, la suite. En 2. Ils sont tous nuls, donc ils ont tous été nuls à part Lys. Ouais, c'est ça en fait, je sais pas qui est retiré. Non, moi j'ai mon 2 très bien défini. Ah, ou sinon j'en ai un, 2. J'en ai un aussi. Le coupable de la défaite. Coupable de la défaite, t'es dur quand même. Ah bah oui, côté Paris Saint-Germain aussi, bah Donnarumma, bah bien sûr. Oui, bien sûr, oui, non, t'as totalement raison. Oui, Salah, Donnarumma, et parce qu'en fait j'ai pas envie de les mettre en flop, mais pareil, ils sont sur la photo de famille quoi, sur le but de la défaite. C'est fort. Marquinhos et Nuno Mendes. C'est dur sur le match en plus. C'est pour ça que justement en préambule je te dis que justement Nuno Mendes, il fait, pour moi il jusqu'à la 85e minute, j'en parlais avec mes potes, je disais homme du match avec Alisson, tu vois. Et là il est sur la photo de famille, il se replace pas. Homme du match. Ouais, il fait un gros match. Si, homme du match. 100% de duel gagné. Il a lâché 8 axes sur 8. Franchement, défensivement, il était vraiment impressionnant. Et j'enchaîne sur les tops. En top, moi, je mettrais en 1, bien sûr, Alisson. Parce que le mec, lui-même, il a dit, il a fait la performance de sa vie. Et en plus, ça se confirme par les XG qu'il a sauvés.
Ensuite, en 2, j'ai bien aimé l'entrée de Désiré Doué. Ah ouais, moi aussi, j'ai bien aimé Désiré Doué. J'ai même adoré l'entrée de Désiré Doué. Franchement, il a apporté sur son côté gauche. Même, en plus, ce qui est cool avec lui, c'est qu'il peut aussi percuter sur le côté droit. Et il le fait très bien. Contrairement à, par exemple, Kvaratskhelia, que moi, je préfère vraiment quand il est sur le côté gauche. Tu vois. Quand il est sur le côté droit, il déborde d'une manière différente. Tu sens que c'est pas son côté de prédilection. Ouais. Alors que Désiré Doué, on continue. Ça peut être pas mal. Mais ouais, du coup, Désiré Doué. Et puis. Moi, je l'aurais mis Gvara en 3. En 3, Gvara, ouais, je pense. Non, Gvara en 2 et Désiré Doué en 3. À moi, punaise, je voulais mettre Gvara en 2. Allez, flop, franchement, du coup, on est obligé. Donnarumma en 1. Non, Salah en 1, pardon, excusez-moi. Salah en 1, parce qu'on en attendait beaucoup, il y a eu une hype et tout. Bref, j'ai pas besoin de m'expliquer. Salah en 1, franchement, il était horrible. Pourtant, il a eu des exploits à exploiter. Hein. Je pense à une contre-attaque là, vers la 65e, quelque chose comme ça. C'est catastrophiquement mal joué. Salah en 1, Donnarumma en 2 et en 3. Ça aurait pu être Konaté s'il prend rouge, mais bon, voilà, il prend pas rouge. L'arbitre en a décidé autrement. Exactement, donc. Je mets l'arbitre en 3 flop. Donc. Ah oui, parce que oui, si on peut noter l'arbitre. Moi, je mets un Marquinhos, malheureusement, alors qu'il fait un match patron tout le match. Mais parce qu'avec son expérience, contrairement à Nuno Mendes, il doit pas se faire manger comme ça, tu vois. Justement, il a plus l'expérience de la loose. L'expérience justement du flop. Il a l'expérience du flop, justement, Marquinhos, c'est ça le problème. Il a l'expérience de la Ligue des Champions. Il jouait son 100e match, ou 110e match. Et il doit pas se faire bouger comme ça par Darwin. Bref, en top, numéro 1, Alisson. Numéro 2, Vitinha. Et numéro 3, j'ai bien aimé. Moi, j'étais un peu déçu de ne pas voir Doué dans un grand match comme ça, là. Et ça se voyait qu'il était dégoûté aussi sur la tête sur le banc. Mais j'ai bien aimé le match de Gvara, franchement. Agréablement surpris. Enfin, agréablement, non, c'est que c'est un bon joueur. Mais voilà, dommage que son but rentre pas. Enfin, soit hors jeu. J'aurais mis Vitinha vraiment en 2 parce que c'était trop le foot. Et Gvara en 3, même si, comme Malo, on sent qu'il explose moins à droite qu'à gauche, quoi, tu vois. Moi, je me souviens de l'image où il foudroie Alexander Arnold à Anfield. Cette image-là, il peut pas le faire à droite, par exemple, je trouve. Donc, malgré qu'il est quand même en très bon pied gauche, mais c'est toujours différent. Mais c'est toujours différent. On le voit sur sa frappe. Même c'est des habitudes que tu as sur le côté gauche, que tu n'as pas forcément sur le côté droit, quoi. Après, peut-être qu'il a mis à droite pour pouvoir combiner avec Hakimi, j'en sais rien. Après aussi, c'est le délire de permutation de Luis Enrique. Tu vois, comme ça, le latéral gauche les latéraux, ils sont débordés, ils sont désorientés parce que du coup, ils savent pas sur qui ils vont défendre. Où ils sont pas habitués. Bon, allez, pour déstabiliser. Malo, on laisse faire les top flops de l'animateur ou ça va être pas pertinent. En vrai, je vais vous rejoindre sur les top flops, hein, je pense. En flop, en vrai, c'est dur. Les flops, ouais. Il y en a beaucoup. Hein. Et en fait, il y en a beaucoup. Moi, j'aurais mis en 1, en vrai, je pense que vous avez raison, j'aurais mis Salah, je pense. En 2, Alisson. Donnarumma, du coup. Et en 3, je mettrais Gravenberch. Okay. Non, mais vraiment, laissez-moi, j'ai envie de taper Gravenberch, d'accord ? Non, mais je l'aime bien, mais là... Tu fais une fixette. Et dans les tops, Alisson en 1. En 2, c'est dur. Vitinha. Et en 3, Kvaratskhelia. Avec mention spéciale. Mention spéciale pour Désiré Doué aussi. Ah ouais, ça c'est marrant parce que l'entrée de Désiré Doué, moi, m'a pas. Moi, tu vois, je le vois plus au retour qu'un Barcola. En fait, j'ai bien aimé. Mais par exemple, il a tenté des choses. Je vois, il tape une frappe pied gauche, la premier poteau à la fin. Mais c'était trop forcé. Ah, mais on lui demande de tenter aussi. Bah oui, c'est ça, on lui demande de tenter. Surtout face à un bloc bas comme ça, faut tenter de loin, faut tenter des dribbles. Son audace, tu vois. Je vais donner dans les choix, il a pas toujours été très bon. Parce que par exemple, Barcola, j'ai trouvé qu'il a été timide, Barcola. Timide sur certaines. Moi, j'allais dire que justement. Barcola, ouais. Mais justement, Bradley Barcola, il a pas fait ce que Désiré Doué a fait en 30 minutes. Ouais, alors que Bradley Barcola, il a eu 60 ou 70 minutes, je sais plus à quelle minute il est sorti. 66 minutes, 70e minute. Mais en gros, Désiré Doué, il a percuté. Et moi, c'est ça que je demande à ce genre de joueur-là. C'est pas de réussir. Il a fait une entrée pleine de. Il n'y a aucun dribbleur qui réussit 100% de ses dribbles. Souvent, ça tourne autour de 30%. 30, 40%, un grand max. Même les Neymar et tout. Donc forcément, il va avoir du déchet. Il a du déchet. Désiré Doué est meilleur dribbleur que
Selon certains. Les gars, par contre, il y a un joueur qu'on n'a pas du tout cité dans top ou flop, qui pourtant on attendait quand même avant le match. Dembélé. C'est Ousmane Dembélé. Franchement, où il s'est placé Dembélé. Franchement, moi, il m'a fait kiffer parce que Exactement. Il a joué comme si il était au City ou je sais pas. Il a joué très naturel. Il prenait la balle, il s'amusait, il a envoyé deux mecs. Même il met son centre sur Raul Neves là. Ouais. Il met un grand pont, il la pousse. Non, franchement, il a joué très libéré. Mais voilà, on peut pas le mettre dans le top ni dans les flops parce que flop, il a été très dangereux, etc. On peut pas le mettre dans le top parce que devant le but, il est retombé dans ses travers, c'est tout. Performance mitigée, non, je suis d'accord avec toi. Bah super messieurs. Allez, changement de sujet. On va changer de sujet. Ouais. On a passé trop de temps là. On va changer de sujet. D'où est meilleur que CR7. On va passer à un autre. Dribbleur. Ouais, j'ai la rêve. On va continuer sur un autre sujet. C'est toi qui prépare la licence pro de sport là. Les gars. On passe sur un autre sujet. Que Tadej Pogacar, mon frère. On va passer sur un autre sujet. L'autre sujet c'est. Ah, tu veux sortir sur le grave flash. Je vais aller regarder la note. C'est la rupture marquée entre les clubs et enfin ça va être une question aussi, la rupture entre les clubs et les arbitres avec le cas Fonseca. Je vais vous poser une première question en rapport avec ce thème. Est-ce que vous pensez que la sanction qui a été donnée à Fonseca, donc 9 mois, est-ce que c'est trop, c'est abusé, c'est dérisoire, tout ce qu'on veut, ou c'est mérité? Non, c'est mérité parce qu'il met quand même Moi, j'ai très peu de choses à dire sur ce sujet. C'est mérité, ça sert d'exemple et l'OL doit le virer. Voilà. Malo, je te laisse la suite de la parole. Faute grave. En fait, moi, je me demande sur quoi on se base pour dire que c'est mérité. Genre. Sur quoi enfin, comment on peut dire que c'est mérité pour 9 mois, ça pourrait très bien être 12 mois, ça pourrait très bien être 15 mois. Ça me paraît... Là, parce que 9 mois, c'est limite, tu l'emprises. Enfin, c'est fin de sa carrière en Ligue 1. Mais oui, non, mais. Il vient faire un tête-à-tête avec l'arbitre. Il faut quoi? Il faut qu'il le tacle. Bah oui, 9 mois, il faudrait qu'il le tacle ou qu'il le tape. Des fous. Bah non, après là, ce serait banni à vie si le tape. C'est une sanction qui peut paraître sévère, mais qui sert d'exemple parce qu'en ce moment, ça part en cacahuète, tu vois. C'est un exemple. Mais. Ah, mais est-ce qu'on est là pour faire. Et pourquoi lui devrait servir d'exemple? Pourquoi pas un autre, par exemple? Parce que lui, il a fait quelque chose et les autres n'ont pas fait. Bah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est injuste. Dans le sens où c'est injuste parce que du coup il sert d'exemple. Pourquoi il devrait servir d'exemple? On s'en fout qu'il serve d'exemple. Nous ce qu'on demande c'est qu'il soit puni pour ce qu'il ait fait, pas qu'il serve d'exemple. Ouais, je suis d'accord. S'il a fait un truc qui mérite 6 mois, pourquoi il prend 9 mois? Mais pour toi ça mérite 6 mois. Pour moi je sais pas, je suis pas juriste à la LFP, donc j'en sais rien. Il est compliqué. J'en sais rien. Il est compliqué ça. Pour moi 9 mois ça me paraît abusif. Le mec il a plus le droit d'exercer jusqu'au mois de décembre. Jusqu'au 30 novembre. Moi là c'est fini. Moi je vais demander un tout petit peu d'indulgence. C'est abusé. À la fédération parce que enfin je vais voir. Parce que, en gros, c'est eux qui vont prendre la décision si dans ces 9 mois, ils comptent que la Ligue 1 ou s'ils comptent aussi la Coupe d'Europe. Non, pas la Coupe d'Europe. Non, je te promets que on ne sait pas encore. Non, mais ça prendra pas en compte la Coupe d'Europe. Si, ça peut. Ah ouais? C'est à eux de décider. Ouais, j'ai vu un truc là-dessus hier. Donc j'espère que pour la Coupe d'Europe, ils vont au moins faire preuve d'indulgence. Bah non. Bah si tu fais un exemple, faut le faire pour tout alors, parce que sinon, ça sert de donner une sanction à moitié. Autant la donner complètement. Je suis d'accord avec Malo. Sinon, tu mets 3 mois. Sinon, tu mets 3 mois complets. J'espère pour l'OL, quoi, tu vois. Ah, pour l'OL. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, bon, après comment ça va se passer. Après, ce qu'il a fait Fonseca, c'est pas normal. Mais moi, honnêtement, c'est pas du tout normal d'avoir. Honnêtement, on en fait beaucoup. On en fait beaucoup. Franchement, on en fait beaucoup. C'est un tête contre tête. Ok, c'est pas normal. En fait, je pense que c'est chaud. Non mais c'est chaud de faire ça. Oui, c'est chaud. Les gars, je pense qu'avec son expérience. Je suis d'accord. Mais 9 mois, je pense qu'on en fait beaucoup aussi. 9 mois aussi, c'est chaud pour moi. Je pense qu'on en fait beaucoup aussi parce qu'il y a une accumulation. Après ce qui s'est passé avec Longoria, c'est-à-dire que c'est une accumulation. Je pense que c'est une accumulation aussi qui fait qu'on en parle beaucoup et ça rajoute encore un peu de l'huile sur le feu. Le problème, c'est qu'on est dans un contexte, c'est-à-dire que s'il fait ça alors qu'il n'y a pas forcément un contexte où envers les arbitres il y a une certaine forme de virulence permanente et de menace permanente sur eux, je pense pas qu'ils prennent autant, tu vois. Mais pour moi, la justice, je sais pas c'est quel comité qui s'occupe de ces règles-là. Enfin, de ces suspensions-là. Et pour moi, il devrait faire fi de ce contexte-là et juste juger les actes, en fait. Juger les actes. Et l'acte est grave. Et la Fédé. Ou une commission de discipline, je pense. Mais l'acte est grave. On a déjà vu pire, et puis forcément, ils n'ont pas forcément pris autant de matchs. Non, mais je sais pas. Par exemple, tu vois, typiquement, sur le terrain, quand il y a des mecs qui font des fautes de fou, genre, qui peuvent, en termes de santé pour les joueurs adverses, c'est pas entraîner. Pareil. Tu joues dans le jeu. T'es dans le jeu, mais c'est quand même grave, des fautes graves. Il n'y a jamais un mec qui va prendre 9 mois. Mais parce que t'es pas coach non plus.
C'est pas envers l'arbitre. En fait, là, le problème, c'est que c'est pas envers un joueur. Ah, mais là, tu juges le contexte. Là, tu juges le contexte. Enfin, Moi, je te parle de l'acte. Moi, pour moi, on devrait jouer que l'acte, pas le contexte. Il est complètement en rapport avec le contexte. L'acte, c'est soit envers un joueur, soit envers un arbitre. C'est pas le contexte, c'est l'acte. Ouais, mais pour moi, je te dis que moi, je juge que l'acte. Et l'acte Je en juge lui-même. que l'acte, il est envers un arbitre. Oui. Bon, bah, l'acte, il est pas dans le contexte. Mais enfin, oui. Donc, non, c'est catastrophique. Tu peux pas faire ça parce que c'est le corps arbitral, justement. Ça a été jugé comme ça parce que c'est le corps arbitral. Des tête contre joueur, tu prends 2 matchs, c'est fini. Oui, bah, pour moi, c'est aussi un problème, tu vois. Parce que si le tête contre tête, si l'acte il est aussi grave que ça. Un coach envers un arbitre et l'autre, tu parles de 2 joueurs. Oui, non, mais je te dis pas. Ce qui est compliqué, c'est que l'OL le garde alors qu'il va plus être sur le banc. Je pense que c'est pour un symbole aussi. Bon, je vais couper le sujet, les gars, je pense. Après, moi, juste pour finir. Voilà, finis juste une dernière phrase. Non, mais je dis pas que c'est pas grave. Par exemple, je suis un ancien arbitre, donc je sais très bien ce que c'est ce genre de pression-là. Mal au arbitre. Oui, non, vraiment en plus. Non, vraiment, je vous promets. Mais ce que je veux dire, c'est que. Enfin. Pour moi, c'est démesuré et on devrait. Enfin, je sais pas, pour moi, il devrait pas servir d'exemple comme ça et prendre pour. En fait, j'ai un peu l'impression qu'il prend pour tout le monde. Et ça, c'est un problème. Du coup, voilà. Je peux te comprendre. Alors, je vais finir juste sur le sujet en disant qu'il a été interrogé hier sur la suspension et lui, il a trouvé ça très injuste, rappelant qu'il n'a jamais touché l'arbitre, un peu de mauvaise foi quand même, et aucune intention de l'agresser physiquement. Alors peut-être ça, oui, qu'il n'y avait aucune intention de l'agresser physiquement, mais il cache bien ses intentions aussi. Après, je crois qu'en plus, c'est pas la première fois pour Fonseca. Je crois que même à Milan, il avait déjà fait un truc similaire. Et l'année dernière, à Lille, il critiquait souvent les arbitres, donc peut-être que ça aussi, ça a été pris en compte, le fait qu'il ne soit pas à son premier coup d'essai. Je vais pas parler, sachant que notre entraîneur fait souvent des débordements, donc Will Steele fait souvent des débordements, donc je vais pas parler. En Ligue 1, quel coach ne critique pas l'arbitrage? Tout le monde a déjà critiqué l'arbitre. Tout le monde critique les arbitres. J'avais un ton. Les arbitres, ils sont littéralement seuls contre tous. Habib Bey. Bon les gars, non, allez, on va pas continuer sur ça. Je vais passer à un prochain sujet. Et là, c'est un sujet, je pense, qui va faire plaisir à notre Malo national. Ah ouais. Neymar, le grand retour de Neymar dans la sélection brésilienne, lui qui a rejoint Santos. Il fait plaisir à tous qui a rejoint Santos. Donc, Dorival Junior, son sélectionneur, a dévoilé la liste des 23 Brésiliens retenus pour affronter la Colombie et l'Argentine, de Lionel Messi, on espère, dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2026. Parmi eux, donc, on retrouve Neymar, qui est de retour en sélection après quand même 17 mois d'absence. Une annonce qui a forcément donné le sourire aux joueurs. Lui qui a pendant longtemps manqué la sélection, il doit être très heureux. C'est quoi la question du coup? Ma question, c'était d'abord, est-ce que c'est le retour? Non mais là, il a raison. Est-ce que c'est le retour du grand Neymar? Est-ce que c'est le retour du grand Neymar, du grand Ney? Est-ce qu'on a le retour du grand Ney là qui est annoncé là? C'est quoi cette question de Twittos primaire à la face de Neymar là? Arrêtez, donnez votre avis. On est retour Prime 2018. C'est Nike sur Twitter ce mec là. Donnez votre petit avis sur ma question. Non mais c'est impossible de le voir retour à son prime, du grand Neymar. Quand tu le vois jouer, tu le reconnais, mais c'est plus du tout pareil. Il a plus cette vivacité, il a cette technique, mais il dribble plus autant et il est en D2 brésilienne. Non, c'est pas le retour du grand Neymar. Il est mort. Après, voilà. Est-ce que pour vous, mais ça va faire plaisir, ou non d'ailleurs, ça va faire de la peine de le voir jouer contre 2 grandes équipes que sont la Colombie et l'Argentine. Après, peut-être que le contexte de la sélection nationale peut le sublimer. Il doit faire plaisir au peuple brésilien. Et là, ça revient d'un an et demi de blessure et tout. Donc, est-ce que du coup, c'est justifié? D'où ma deuxième question. Est-ce que c'est justifié de le revoir en sélection? Je sais pas qui. Et est-ce que c'est pas une manière aussi de redonner des statut aussi. De redonner un statut à la sélection. Mais aussi. Il y a un statut, il y a une image, il y a son rôle dans le vestiaire. Mais pour répondre à ta question, il faudrait savoir qui aurait été pris à sa place. C'est ça le problème. En fait, des jeunes qui poussent, je sais pas. C'est vraiment le Brésil en déclin en ce moment quand même. Enfin, c'est plus le Brésil qu'on avait. Tu vois même des Richarlison et tout. C'est poulet quoi. C'est compliqué. Ah, puis en plus, peut-être que dans le vestiaire, il peut. Tout dépend de son rôle dans le vestiaire en fait. S'il est comme au Paris Saint-Germain, il infuse un climat un peu de petit chef, un peu de terreur, où il harcèle ses coéquipiers, comme il a fait sur Vitinha, quoi. Mais s'il a la bonne mentalité, c'est-à-dire qu'il pousse les autres vers le haut, il a vraiment cette âme de leader, comme il avait, par exemple, au Paris Saint-Germain en 2020,
la Champions League où vraiment c'était le leader qui poussait tout le monde, il avait vraiment la bonne mentalité. Après, ça, tu penses qu'il peut pousser les jeunes, qu'il peut faire avoir un rôle fédérateur oui, il peut très bien faire ça. C'est surtout pour ça peut-être qu'il le convoque. Mais après, si c'est le statut, quand tu es un sélectionneur, que tu as Neymar de disponible, tu es obligé de le prendre. C'est comme au Portugal avec Ronaldo, c'est comme pas en France avec Mbappé, vu que Deschamps il l'a pas sélectionné. Vu que là, non, c'est. Mais comme en Argentine avec Messi, quand tu as des joueurs comme ça, tu es obligé de les sélectionner. Si tu regardes les trois, ils jouent dans des ligues qui sont pas au max de la compétitivité et les trois sont pris. Donc, Après, même si Messi il peut partir où il veut à 45 ans, il mérite d'être sélectionné vu que c'est le GOAT. D'accord, Bruce Granick. Allez, on va continuer sur un autre sujet encore. Là, on va retourner quand même à nos fondamentaux, la Ligue 1. Enfin, même si Malo, c'est pas ton domaine de prédilection. Il n'y avait pas de première ligue la semaine dernière. On était obligé de regarder la Ligue 1. Donc j'avais une question donc, sur un attaquant qui en ce moment est plutôt en forme. C'est Mika Biereth. Mika Biereth, donc, qui est sur 10 buts en 7 matchs. Et il n'a pas été nommé au trophée UNFP de joueur du mois. C'est vrai. Dans lequel on retrouve. En quel mois? Mois de février. Il a marqué combien de buts en février? 10 du coup. Non, parce que il y a un triplé qui est en mars. Il y a un triplé en mars. Ouais, non, mais même avec un. Ouais, mais même voilà, c'est ça. Donc les joueurs, sans me tromper, je crois que c'est Gouiri, Dembélé et Hakimi. Qu'est-ce qu'il fait Hakimi? Bah non, mais Hakimi, je trouve que moi j'aurais plus mis par exemple Hakimi, j'aurais plus dégagé Gouiri par exemple. T'es fou, Gouiri il vient d'arriver à l'OM, il te met un but par match. Non, là t'es malhonnête. Après, non, je suis pas malhonnête. Il marque un but par match, c'est compliqué. Il a marqué un doublé en février. Hakimi, il vient d'arriver dans une équipe. C'est un défenseur, il a marqué un doublé alors qu'en février, tu vois. Gouiri, vous êtes fou quoi. Non, on dirait que tu nous parles de. Moi je suis désolé. Non, mais tu parles vraiment du retour de Zidane. Non, mais c'est vrai. C'est quoi? C'est juste que vous n'êtes pas cohérent. On n'est pas cohérent. Gouiri a beaucoup plus porté. Gouiri sort plus du lot en ce moment à l'OM que Hakimi avec le PSG. Quoi? Oh non. Hakimi, tout le monde est bon au PSG. Gouiri, il a sauvé l'OM 2-3 fois depuis. Même à l'OM, il y a des joueurs qui sont peut-être même meilleurs que Gouiri. Qui en ce moment? Rabiot, bien sûr. Rabiot, il fait des très gros matchs. Rabiot, il fait des très gros matchs. Depuis le début de la saison, c'était leur gardien qui a regardé les matchs de l'OM? Mais moi, j'ai regardé les matchs de l'OM. J'ai regardé contre Auxerre. Je peux dire qu'il a été 0 contre Auxerre. En fait, ton problème, c'est que t'as l'impression que nous, on dit qu'il fait des mauvais matchs. On dit pas qu'il fait des mauvais matchs. On dit juste qu'il y a meilleur, c'est tout. Hakimi mérite plus d'être dans. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec Malo. Mais bien sûr. Mais je suis d'accord. Mais regarde, très bon. Mais dans ce cas-là, tu vas mettre Nuno Mendes. Dans ce cas-là, tu vas mettre Pacho. En fait, calmez-vous, les gars. Calmez-vous, les gars. Carrément. Doucement. On va aller chercher Fabien Ruiz maintenant. Il a marqué. Ça y est, il faut arrêter aussi. Non. Le mec vient d'arriver dans son nouveau club. Le mec te met 5 buts en 5 matchs, un truc comme ça. Et on nous met Achraf Hakimi. Oui, mais attends. 5 buts en 5 matchs. Biereth, il a marqué 8 buts en 5 matchs. Déjà, j'allais revenir, c'est même pas ça le débat. C'est Biereth qui. Oui, voilà. Je finis juste sur Gouiri. Après, Biereth, il y a quelque chose qui est bizarre. Il joue pas en Champions League. De toute façon, dans tous les cas, ces débats ils sont inutiles parce qu'on sait très bien que celui qui va remporter le titre, c'est Dembélé. Donc, dans tous les cas, que les autres ils finissent 2e, 3e, 5e. Ouais, mais même ça aurait été quand même. Ne pas être nominé, c'est n'importe quoi pour Biereth. Voilà, c'est ça. Moi, je finis juste un mot sur Gouiri quand même. Juste un petit mot. J'ai regardé son match contre Auxerre et il a été pas ouf du tout. Mais voilà, qui a été bon contre Auxerre? Bah ouais, mais qui n'a pas été bon? Alors, si le mec il porte l'OM. Non mais attends, si le mec il porte l'OM. OK, donc je vous pose la question. S'il porte son équipe, il est censé porter son équipe jusqu'au bout. Il porte pas son équipe. Il a pas porté son équipe face à Auxerre. Mais les gars, tu peux pas porter ton équipe à tous les matchs, tu peux pas être tout seul dans une équipe de 11 non plus. Tu nous dis mais Hakimi, c'est que c'est l'un des meilleurs joueurs du PSG, limite à tous les matchs. À tous les matchs, c'est l'un des c'est top 2 ou top 1 du PSG à tous les matchs. Tes 10 autres joueurs, ils puent la merde et tu dois porter ton équipe tout seul. Bah oui, c'est toi qui. Mais attends, je demande la VAR. Il y a 10 minutes, il a porté l'OM sur tous les matchs du mois de février. On lui sort Auxerre, 3-0 défaite claire, nette et sans bavure. Vraiment, il n'y avait aucun débat. Gouiri inexistant du début à la fin. Et alors? Voilà, c'est ça. Le match était au mois de février ou non? Oui, voilà. Donc forcément, ça rentre en compte. Non, c'était au mois de février. Non, c'était au mois de février. Ça rentre en compte. souvenir là. Forcément, ça rentre en compte.
forcément, ça rentre en compte. D'accord, ça rentre en compte, mais de toute façon, il a été nominé, donc t'es pas bon. Oui, bah oui, t'es en train de rager en mode ouais, il mérite pas d'être nominé. Il a été nominé. Moi, je te dis qu'il mérite pas d'être nominé pour justement la raison que Baptiste, notamment pour la raison que Baptiste il a juste parce qu'il a fait un mauvais match. Bah oui, ça rentre en compte. Mais regarde, il fait non mais écoute. Alors il fait 4 matchs dans le mois. Il fait 3 bons matchs. À côté, t'as Biret qui fait 4 bons matchs dans le mois. Biret, il m'a d'être nominé à sa place. Malgré que Gouiri fait des bons matchs. Malgré que Gouiri fait des bons matchs. C'est même pas le meilleur, c'est tout. Biret mérite d'être nominé, ça c'est pas une question. Oui, voilà. Mais à la place de Gouiri. À la place de Gouiri. Parce que Hakimi, il a raté 0 match. Quand Gouiri marque un but, Biret en marque 3. Biret en marque 3. Donc voilà. D'accord. Oui, après Biret méritait d'être nominé. Je pense qu'on va clore le débat. Voilà. Donc on est tous d'accord, je pense, autour de la table pour dire que quand même Mika Biret méritait sa nomination. Lui qui est du coup en pleine forme avec Monaco, et on espère. Moi, j'espère que ça va continuer pour Mika Biret. J'espère que Gouiri va continuer, surtout ce week-end contre son match, le fameux club aux 4 défaites d'affilée. Georgi Nikana, l'attaquant nigérian, qui est rentré et qui l'a détruit littéralement et qui a montré que. On va pas parler de Georgi. Il mérite d'avoir plus. C'était pas le sujet, mais après. De temps de jeu à l'AS Monaco. Voilà. Oui, mais ça t'en parleras avec à 18h, mais c'est pas avec nous. Je vais continuer encore sur la Ligue 1. Comme ça, on va finir le volet Ligue 1 avec une annonce qui a été faite par l'équipe sur Mason Greenwood, qui pourrait rejoindre la Jamaïque. Et donc, fin de sélection, on se dirige vers une fin de sélection. Ça fait quelques mois qu'il est dans les tuyaux. Avec l'Angleterre. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? De toute façon, Jamaïque est un bon choix pour. Il rejouera jamais avec l'Angleterre. Il rejouera jamais avec l'Angleterre. S'il veut avoir un destin international, il faut avec la Jamaïque. De toute façon, on sait que c'est impossible qu'il rejoue soit en Angleterre, soit avec l'Angleterre. C'est une bonne décision pour lui du coup de. De toute façon, en Jamaïque, le problème c'est que il s'impose, mais il va s'imposer sans le réellement. C'est une bonne décision que s'il souhaite avoir un destin international, tu vois. Parce qu'avec l'Angleterre, c'est mort en tous les cas. Donc, mais il aura pas. Voilà, il aura pas. Pour le pays de ses parents. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour se dire que voilà, même s'il réussit avec la Jamaïque, ça sera pas non plus exceptionnel quoi. Je suis désolé pour tout dépend de ce qu'il arrive à faire. T'imagines, il arrive à qualifier la Jamaïque pour la Coupe du Monde. Avec Leon Bailey. Ouais, avec Leon Bailey. Ouais, ils ont quand même. Mais bon. C'est tout. Ouais, c'est ça. C'est que derrière, t'as l'Angleterre avec. Voilà. D'autres joueurs qu'on connaît, mais on les oublie. Oui, on les oublie. Bon, bah, je vais finir sur un petit point. Prono LDC. J'espère qu'on va pas se chamailler autour de la table pour nos pronos LDC, les gars. Le premier match, ça sera entre le FC Barcelone et Benfica au retour, donc au Camp Nou. Non, c'est pas au Camp Nou. Si, c'est au Camp Nou. Si, c'est au Camp Nou. Si, c'est au Camp Nou. Quoi? Il rejoue au Camp Nou là? Non, le match de cette semaine, il était à Benfica. C'était à Benfica. Stadio de la Luz. Parce qu'en fait, pour les fans de football, le Camp Nou est en travaux, les gars. Ah oui, le Camp Nou, ah oui. Ce qui veut dire, c'est qu'à domicile. Oui, c'est à domicile. Non, mais je disais à domicile. Il n'y a pas de souci. Non, mais je disais à domicile. Il est trop pointueux ce. Voilà. Donc, à Montjuic. Déformer les informations. Donc, à l'aller 1-0 pour le Barça. 10 contre 11. Est-ce que vous pensez que le Barça, ça passe? Ça gagne face à Benfica? Oui. Sachant que Benfica, c'est quand même. Bon, après, on l'a vu contre Monaco. Je leur donne quand même un petit bénéfice. Oui, vas-y. Oui, voilà. Donc, je vais continuer. Donc, ce match, bien sûr, ce sera à suivre mardi à 18h45, mardi 11 mars. Je continue avec Inter Feyenoord. Le match est plié déjà. Mais le match, je pense, qui est plié avec un très bon Thuram, avec un geste magnifique de Thuram d'ailleurs à l'aller, zlatanesque. Donc ouais, je pense que voilà, encore pas de débat. Il a raté une occasion sur penalty. Pas de débat, Loïc. Non, pas de débat. Pas de débat, on continue du coup. Impossible. Liverpool, PSG, au retour, Anfield. Attention là, ça va. Moi, je pense quand même. En fait, le problème, c'est qu'avec la prestation du PSG, tu te dis ouais, vraiment parier quelque chose et avec une petite cote, machin et tout, je dirais Paris ou nul. Paris se qualifie. Paris ou nul. Paris ou nul, j'avais pas compris. Malo. Et du coup, qui se qualifie? Paris qui se qualifie? C'est ça le plus important sur les pronostics. Moi, je pense que Liverpool va passer. À Anfield. Demande pas Paris va se qualifier. Bec-nous le truc là. Je parie que Paris va se qualifier. Ok, Paris va se qualifier. Malo. Je pense que toi, il y a pas. C'est un pari légèrement subjectif, mais. Il y a pas débat, je pense que toi. J'ai envie d'y croire. Ah non, moi je suis objectif. Moi je pense honnêtement qu'on va pas se qualifier.
pas se qualifier ou Non, se non. qualifier? Non, on va pas se qualifier. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Pour moi, Liverpool, ça va passer. C'est à Anfield. Ouais, c'est Anfield, c'est ce que je dis aussi. Je dis pas qu'Anfield, c'est The Ambiance, parce que sûrement les ultras du PSG, ils vont les éteindre. Mais ce que je veux dire, c'est que à domicile, c'est compliqué Liverpool à manœuvrer. Donc, moi, je prends un peu de risque. Paris va se qualifier. Allez, on va continuer dans le duel 100% allemand entre Leverkusen, mais je pense qu'il n'y aura même pas de débat. Leverkusen et le Bayern qui s'est imposé 3-0 à l'aller. Défaite plat de couture de Leverkusen. Là, moi, j'ai envie de prendre des joueurs de Xabi. Sur ce match-là, c'est sur le genre de match que le Bayern et Leverkusen aiment un peu dans le style. Ils ont vraiment quelque chose à prouver. Ils ont une équipe qui a une mentalité. Ils vont être à domicile. Ils ont même plus rien à perdre en vrai. Ils ont plus rien à perdre. Je pense que là. Domicile. Non. Il y a moyen que ça. Un 2-0, j'aurais peut-être mis Bayern Leverkusen, mais 3-0. Non, ça passera pas, ça passera jamais. Moi, le scénario. Le Bayern avant ce match-là, c'était vraiment très compliqué. Moi, le scénario 3-0 Leverkusen et qui se qualifie au tir au but ou en prolongation, je le vois venir gros comme une maison. Boniface à la 115e minute là. Oh là là. Là, je pense que t'es un peu le trop... Bayern Leverkusen va pas passer pour moi. Ah non, Leverkusen ne va pas passer. Je pense qu'ils peuvent remporter le match retour. Oui, sachant que c'est à domicile. Ils vont gagner. Mais j'espère. Moi, je vois bien un 0 pour Leverkusen. J'espère de tout mon cœur que M. Malo-Maurice ici présent aura bon à son pronostic. Moi, personnellement, subjectivement, je préférais que ce soit le Bayern. Mais ça sent le débat. On va passer à l'autre journée du mercredi, donc, avec le premier match à 18h45 entre les Lillois et Dortmund. Ça me fait mal de le dire. C'est 18h45, les gars. Lille va se qualifier. Lille va clairement se qualifier. Et moi, je m'en fous. Je suis pas Lillois et je vais dire que Dortmund va passer. Voilà. Moi, Lille se qualifie. Se qualifier en dominant le match comme ils l'ont dominé ils ont dominé la plupart la grande majorité de la première partie et non, pas de la première mi-temps. La première partie parce que première partie le premier match et deuxième partie le match qui va arriver là, pour ça qu'ils étaient pas partis. Pardon. Du coup première partie du coup voilà, et je pense qu'ils vont dominer le match et ils vont se qualifier, bon pas sans difficulté mais ils vont se qualifier. OK. Bon on va clore le match Lille Dortmund. Ensuite, on a donc Aston Villa, Club Bruges. C'est pareil, je pense que Aston Villa 3-1 à l'aller. Ouais, franchement, moi je voyais bien Bruges faire un petit truc à l'aller, mais en fait, même pas. Donc, non, je pense que c'est. À Villa Park, Aston Villa, c'est trop. Mort. Je voyais bien un truc avant l'aller. Impossible. À domicile, Bruges, pour moi, on est plutôt d'accord sur les pronos. À part là, moi, Lille. Par contre, le suivant, franchement. Là, il y a vraiment beaucoup d'enjeux, je pense. Arsenal PSV. Qui va se qualifier, franchement? Franchement, celui qui met pas une pièce sur le PSV. Alors, par contre, Arsenal, c'est impressionnant parce qu'ils ont aucun attaquant. Ils arrivent à planter 7 buts contre le PSV. Après, là, le PSV a été très faible aussi. Non, mais moi, j'attendais quand même un peu plus du PSV. Avec, moi, des bons joueurs, pour être honnête, je ne voyais absolument pas Arsenal. Le problème du PSV, c'est qu'ils avaient une liste longue comme le bras de blessés, je crois. Pas tellement quand tu regardes le 11. Non, c'est derrière où c'était un petit peu. On l'a vu d'ailleurs, mais moi je voyais pas le PSV perdre à domicile face à Arsenal, donc. Le prochain match, moi non plus, honnêtement, moi non plus. Là par contre, il y aura du débat, les gars. Prochain match, le dernier. Je sais ce que c'est. Je laisse un peu de suspense. Atlético de Madrid contre le Real Madrid. Le Real Madrid contre le 14e club de Loïc. Oui, évidemment. Je regarde. C'est rire. C'est rire. C'est un rire d'antagoniste. J'ai hésité en plus tout à l'heure à te mettre une cartouche sur le PSG, mais je me suis dit bon, moi, je sais pas. T'aurais pu lui mettre une cartouche sur City quand même. Sur City. Lui, il avait dit que City allait se qualifier contre oh là là. Le Real. Ce genre de Real, pas obligé d'en parler. Pourquoi Manchester City va se qualifier face au Real Madrid? Ah oui. Pourquoi Manchester 3-0 City? Ouh là là. 3-0. Ouh là là. Bon, j'ai bien aimé quand même la photo de profil avec Cousin. Pourquoi Salah va faire très mal demain, mais pas en 1 contre 1? @Malo-Maurice sur TikTok. En plus, il justifie de ça et il accepte. Non, mais il a raison, il assume. Moi, je suis catastrophique en pronostic, vraiment. Mais il faut. Je pense là, on sera bien. Est-ce qu'on peut lancer un pronostic sur le vrai club de cœur de Malo-Maurice? Mais moi, tu sais que. Le Paris Saint-Germain. Non, petit QI. Oh putain. Tu lances quoi comme pronostic? Arrêtez. Non, je rigole. Je compte qui ce week-end? Moi, je pense que. Petit QI, je pense que. Bref, Atlético contre Real. Atlético Real. Je dis ici. Atlético Real, c'est complètement subjectif, mais. La dynamique est catastrophique. L'Atlético va se qualifier. Je pense qu'on va plus suivre. L'Atlético va se qualifier? On va minimum gagner ce match.
En fait, moi, ce que je me dis, c'est que comme ils sont à domicile, ça peut être dur pour le Real quand même. Non, pour moi, de la prestation du Real, pour moi, l'Atlético. Moi, je vais me mouiller. Je pense que l'Atlético va gagner le match, mais ne va pas se qualifier. C'est le Real qui va se qualifier. C'est-à-dire, ils vont perdre au péno, du coup. Ouais. Du coup, ils vont pas gagner le match. Oui, mais comme moi, j'ai dit. Non, mais ils gagnent le match. Non, mais ils nous font les bookmakers à la. Allez, vas-y, notre pro des pronos là. Le pro des pronos. Non, oui, non. Non, mais dire victoire du Real, but de Mbappé. Ouais, non, le Real Madrid va se qualifier, ouais. Voilà. Après, c'est pas le prono du siècle. Dis prono. Non, mais nous, je sais pas. Pour moi, c'est plus risqué de dire que l'Atlético va se qualifier. Oui, clairement, c'est sûr. Le Real est favori. De toute façon, ils ont gagné 2-1 au match aller, donc forcément, je prends aucun risque à dire ça. Même si, vu que je le dis, à tout moment, l'Atlético, le Cholismo n'est pas mort. Le Cholismo vit toujours. Ah là là, ça c'est beau comme rêve. Bon, je vais clore les pronos. Je pense qu'on a. Clore cette émission même. Clore même cette. Non, on parlera pas de. Non, mais Kevin joue ce soir contre Paris 13 Atlético. Et on souhaite la victoire, bien sûr. Bonne chance à petit Quevilly et hashtag Quevilly par Rouennais. Quevilly par Rouennais. Surtout. Oh là là. C'est beau. Bah, sur ces mots, on va finir l'émission. Merci de nous avoir suivis. Couleur de Quevilly en plus. Merci de nous avoir suivis pour cette première émission. Merci. Le poussin. Les gars. Bléard, merci à toi. Ouais. Merci à toi, Bléard. On a eu des belles discussions. Merci de ton implication dans l'émission. Et voilà, merci pour tout, Bléard. Là, c'est un peu beaucoup. Là. Et peut-être un guest surprise, si ça, dans les semaines à venir. Ouais. Un Lillois. Je pense que certains vont bien aimer. Un dog. Un dog, plus un dog qu'un Lillois. C'est vraiment un bon petit clébard. Laissez-moi finir, là. Allez, lance-toi, là. Donc, restez bien pour les prochaines semaines. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Bye bye. Et n'oubliez pas Quevilly par Rouennais.